StudyGate Digital Learning Technologies. Cancer de la prostate. C'est en général un adénocarcinome prostatique dans 98%. Ce cancer a des caractéristiques, il faut l'apprendre. La grande latence clinique, c'est un cancer très latent. L'évolution de 10 ans, parfois même plus. C'est un cancer hormonodépendant, donc ça dépend des androgènes. Les patients uniqués, les donc testicules, des androgènes, ne développent jamais de cancer de la prostate. C'est un cancer très lymphophile et très ostéophile. Il a tendance à envahir les ganglions et l'os. En Tunisie, c'est le deuxième cancer urologique. Attention, مش كما في فرنسا. في فرنسا c'est le premier cancer urologique. في الكابية تلقاو le premier cancer urologique. في تونس c'est le deuxième. Le premier cancer, c'est le cancer de la vessie. La fréquence de cancer de la prostate augmente avec l'âge. Il est rare avant 50 ans, maximal aux environs de 80 ans. L'incidence très élevée dans les pays riches, donc l'Amérique du Nord et les pays scandinaves, regardez les recherches sur le cancer de la prostate, c'est des milliards et des milliards. Elle est heureusement moyenne en Méditerranée et faible en Asie. Les facteurs de risque à apprendre. L'âge supérieur à 50, c'est le principal facteur de risque. Donc l'âge, c'est le principal facteur de risque, le cancer de la prostate. La race noire, surtout donc on a fait les pays riches, l'Amérique du Nord, surtout c'est la race noire. Donc l'ethnie, la race noire, deuxième facteur de risque. Et troisième facteur de risque, c'est des facteurs génétiques, les antécédents familiaux de cancer de la prostate. Donc à partir de deux apparentés dans une famille donc atteinte de cancer de la prostate, c'est une famille à cancer de la prostate. Donc je vous kiffe le dépistage. Donc remarque, après 50 ans, c'est le premier cancer de l'homme. Après 50 ans, c'est le premier cancer de l'homme et c'est le premier cancer qui tue. Mortalité très importante. Mais il y a des gens qui ont le facteur de risque. Les autres facteurs de risque donc, ne sont pas admis. Anapathe. L'anapathe, donc, c'est un cancer qui se développe surtout au niveau de la zone périphérique de la prostate. تعرفوا l'anatomie zonale de McNeil لازمك تحفظهم donc les zones. L'hypertrophie bénigne de la prostate, ça se développe quasi exclusivement sur la zone de transition. Le cancer de la prostate, ça peut se développer à partir de 3 zones. Je vais vous donner une méthode qui fait que par ordre de fréquence. Donc, PTC. PTC par ordre de fréquence. P c'est périphérique. Donc, le pourcentage, le kbir, 75%. T c'est la transition. Avec la transition, j'ai l'ordre. Et c'est l'ordre central. Donc, PTC. 75, 20 et 5%. Les pourcentages respectifs. Bien sûr, si ça se développe dans la zone périphérique, c'est plus accessible au toucher rectal. Mais c'est plus grave. Il va envahir la capsule, il a tendance donc à envahir les organes adjacents, donc envahissement local, loco-régional. Qui est dans la zone de transition, c'est un meilleur pronostic, il va dans la capsule, mais plus ou moins n'est pas accessible au toucher rectal. Microscopiquement, donc c'est un adénocarcinome, c'est le type histologique le plus fréquent, 98%. Une chose très importante à connaître, c'est le score du Gleason. Les scores de différenciation donc histologique, l'anapathe, le cancer de la prostate, a un apport كبير في classification dans le risque, classification de D'Amico, l'indication même du traitement. Il faut apprendre donc les grades. Donc on va grader la tumeur selon sa différenciation. Le grade 1 et 2, c'est un cancer qui est bien différencié. Grade 3, donc le grade, le cancer est moins différencié. Le cancer moins différencié, différencié, il y a les cancers plus graves. Le grade, donc le grade de 1 à 5. Il est déterminé selon le degré de différenciation cellulaire et selon le nombre de mitoses, donc l'activité mitotique.
deux facteurs pour déterminer donc le grade du glycan, le degré de différenciation cellulaire et le nombre de mitoses. Alors le score de glycan, c'est la somme de deux grades des grades de deux contingents tumoraux les plus abondamment représentés. C'est-à-dire, donc il va quantifier le grade de glycan pour les deux contingents tumoraux les plus représentés. Il va faire la somme. Par exemple, le grade le plus représenté, donc un grade 3 ou un grade 4, le score de glycan au total c'est 7 sur 10. Le plus important, c'est le score, c'est pas le grade, c'est le score. Lorsque le score varie de 2 à 4, c'est une tumeur bien différenciée. Lorsque le score varie de 5 à 6, c'est une tumeur moyennement différenciée. Lorsque le score égale à 7, c'est le chiffre à apprendre, score 7, c'est un score intermédiaire. Ou akthar min 7, donc 8, 9, 10, c'est une tumeur peu différenciée. Donc le chiffre à apprendre, le score de glycan, 7, le risque intermédiaire. Akthar minno, c'est une tumeur peu différenciée. Aqal minno, c'est une tumeur plus ou moins bien différenciée. مش مهم بين الفرق بين bien ou moyennement différencié. Plus le score est élevé, donc c'est plus le pronostic est mauvais. L'extension de la tumeur, donc de la prostate, c'est une progression qui m'appelle très lente, un cancer très latent. Mais c'est une progression continue. Qui fait l'extension locale, donc ça va envahir la capsule, plus loin les vésicules séminales, l'urètre prostatique, le trigone vésical, peuvent arriver aux uretères, peut faire saillie dans le rectum. Attention, il bombe. Le cancer de la prostate, il bombe dans le rectum sans l'envahir. Et la paroi pelvienne, l'extension lymphatique, c'est un cancer très lymphophile. Il aime les ganglions. Le groupe principal, le groupe ganglionnaire principal, c'est la chaîne ganglionnaire iliaque interne. Il y a fait controverse كبيرة. انتم احفظوا groupe ganglion iliaque interne. Bien sûr, il peut envahir les externes et l'obturateur, mais le principal c'est l'interne. Même si le cancer est localisé à la glande, il s'associe à un envahissement ganglionnaire, même s'il n'a pas dépassé la capsule. Et l'extension à distance, les métastases, c'est-à-dire le chef de file, c'est l'os. C'est un cancer très ostéophile, surtout les os du bassin et les vertèbres lombaires. Et ça donne des lésions ostéocondensantes. Les tumeurs ostéophiles, en général PRST, donc ça donne, c'est la prostate, c'est la thyroïde, le sein et le tube digestif, ça donne en général des lésions ostéolytiques. Le cancer de la prostate, l'exception, ça donne des lésions ostéocondensantes. Mais ça peut donner, même si ostéocondensante, mais ostéolytique, ça peut donner une hypercalcémie. Les autres organes, les poumons, le foie, la plèvre, le cerveau, c'est rare, c'est généralement rare. Il y a un cancer très latent, donc les métastases vont être tardives. Et c'est chez un vieillard, donc il n'arrive pas généralement à développer les métastases. Cliniquement, les circonstances de découverte, donc, comme on l'a dit, l'adénocarcinome prend souvent naissance au niveau de la zone périphérique. Donc, ça va de soi que les symptômes souvent tardifs. On va faire une comparaison entre le cancer de la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, ça prend naissance, une zone de transition, donc presque péri-urétrale. Donc, les symptômes vont être très précoces. La gêne mictionnelle, avec les symptômes, les troubles urinaires. Par contre, la prostate, la zone périphérique, il y a l'urètre. Donc, du coup, ça va de soi que la symptomatologie va être tardive. Les troubles urinaires ne vont pas apparaître d'emblée. C'est une découverte, généralement, donc, à un stade tardif, un stade avancé, lorsque la tumeur a envahi la capsule ou a une extension locale-régionale. Les circonstances de découverte, donc, le dépistage individuel, c'est la circonstance de découverte la plus fréquente. Mais il faut savoir comment faire donc, les recommandations, les modalités de la dépistage. Le dépistage se base sur le couple toucher rectal
dosage de la PSA à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans et lorsque l'espérance de vie est supérieure à 10 ans. Chez la population normale, un sujet normal âgé de 80 ans, j'ai pas le droit de faire le dépistage, j'ai pas le droit de demander le PSA. Allez, même si à ce stade, à 80 ans, je découvre un PSA qui est très élevé, je fais la biopsie, je diagnostique un cancer de la prostate, l'évolution très latente, donc même si je traite le patient, donc ça va rien changer. Le patient n'a pas une espérance de vie à 10 ans. Donc on peut tolérer qu'il soit atteint de cancer, quand on chauffe le traitement, la prise en charge. Et donc chez la population normale, si le patient qui m'a dit a des antécédents familiaux de cancer de la prostate, une famille à cancer de prostate, le dépistage il va aller à partir de 45 ans. Donc les modalités de dépistage chez la population à risque. Autre circonstance de découverte, si le cancer devient symptomatique. Les symptômes, les troubles du bas appareil urinaire, des troubles urologiques. Généralement, des uries, pollacurie, miction, retention vésicale. Donc c'est pas à apprendre, juste apprenez les troubles urologiques du bas appareil urinaire. Mais la grande différence avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une manifestation qui est tardive. Mais c'est une installation récente d'évolution rapide d'un seul tenant. Je parlais d'un seul tenant. La symptomatologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate, on a tendance à dire que c'est une symptomatologie sinusoïdale. C'est-à-dire, le patient, il y a des périodes où le patient est très gêné et des patients où le patient est soulagé. Le cancer de la prostate, si ça évolue, c'est d'un seul tenant. Le patient a tendance à s'aggraver au fur et à mesure. Allez, le cancer, bien sûr, ça a tendance à engainer l'urètre. Les autres symptomatologies, l'hématurie, même si c'est rare, et c'est une hématurie initiale. L'hémospermie, l'hémospermie, la zone, si ça se développe au niveau de la zone centrale, ça bouche les canaux éjaculateurs. Donc, probablement, hémospermie, donc les conditions sont propices. La baisse de l'activité sexuelle, c'est très important. Le prostate en général, que ce soit l'hypertrophie bénigne de la prostate ou le cancer de la prostate, il y a une baisse de l'activité sexuelle. Allez, je comprends l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est normal que le patient il est pollacurie, qui me le bar chamarade des toilettes, c'est normal, ça a un retentissement sur la vie sexuelle du patient. Le cancer de la prostate aussi, il y a donc une baisse de l'activité sexuelle. Les symptômes extra-urologiques liés, bien sûr, à la diffusion de la maladie, à l'extension. Un œdème de membre inférieur, lié généralement à la présence d'une adénopathie qui comprime la veine iliaque. Des douleurs osseuses ou fractures sur os pathologiques, en rapport avec des métastases osseuses. Compression médulaire ou paraplégie. Dans ce cas, ça peut être en rapport avec des métastases vertébrales ou en rapport avec une épidurite métastatique. Et bien sûr le syndrome paranéoplasique, les thrombophlébite à répétition, l'altération de l'état général. Troisième circonstance de découverte lors d'un examen anapathe, c'est-à-dire histologique sur des copeaux de résection ou sur pièce d'adénomectomie. Il y a un patient, il a été opéré pour hypertrophie bénigne de la prostate et on découvre sur l'examen anapathe des copeaux de résection qu'on a une résection transurétrale endoscopique, voilà, sur la pièce d'adénomectomie, adénomectomie transvésicale, un contingent tumoral. C'est une circonstance de découverte qui est rare. À l'examen clinique, le temps capital, c'est le toucher rectal. Il faut apprendre les caractéristiques de la prostate cancérée. C'est une prostate qui est indurée, pierreuse comme du bois, hétérogène, mal limitée. Elle est asymétrique, indolore et elle est fixe, n'est plus mobile. Par opposition à la prostate adénomateuse.
Il faut savoir que dans 50% des cas, le toucher rectal est normal. Soit parce que le cancer ou la tumeur, le cancer est débutant, soit parce que le cancer s'est développé dans une zone en dehors de la zone périphérique qui n'est pas accessible au toucher rectal, qui m'appelle la zone de transition ou la zone centrale. Donc on palpe généralement des nodules, donc une prostate qui est hétérogène, il y a donc présence de nodules. Il faut différencier des prostatites chroniques où on peut trouver des nodules, lithiase prostatique et tuberculose prostatique. 3 diagnostics différentiels devant un nodule prostatique. Donc, qui m'a dit le toucher rectal et le PSA. Le PSA, question d'examen, c'est pas un marqueur tumoral, JFQCM. Ce n'est pas un marqueur tumoral, c'est un marqueur spécifique du tissu prostatique. Le taux normal 0,1 à 4 nanogrammes par millilitre. Le PSA, il a un triple intérêt, un intérêt diagnostique. Généralement, le patient qui a un taux de PSA très élevé, c'est-à-dire ça dépasse 10, le patient a des fortes chances d'avoir un cancer. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, il y a une corrélation. Intérêt pronostic, ça guide le bilan d'extension. Et un intérêt de surveillance, surveillance après traitement, on fait un dosage de PSA. Qui m'appelle donc, le PSA n'est pas ni spécifique de l'adénocarcinome prostatique, ni de l'HBP. Il est spécifique uniquement de la prostate. C'est un marqueur de la prostate. Il augmente en cas de hypertrophie biliaire de la prostate. Prostatite, أكثر حاجة تطلع le PSA c'est les prostatites aiguës في ال 30 000 ou في ال 40 000. Retention vésicale complète, l'éjaculation, massage prostatique, non pas le toucher rectal, question Z d'examen, biopsie prostatique, écho endorectal, donc tous les gestes liés sur la prostate, à part le toucher rectal bien sûr, la résection transurétrale bien sûr, et le sondage vésical transurétral, le sonde vésicale ADR. Ça peut augmenter le taux de PSA. Tu l'urètre prostatique, donc le tissu prostatique, et ça augmente le taux de PSA. Notez bien, une notion très importante, le rapport de PSA libre sur PSA total. Le rapport PSA libre sur PSA total, donc il y a cela pour prédire si c'est cancer ou pas cancer. Plus le rapport est bas, plus le risque de cancer est élevé. Donc si PSA libre sur PSA total inférieur à 15%, le patient a des fortes chances d'avoir un cancer de la prostate. Si le rapport est élevé, c'est-à-dire supérieur à 25 ou au-delà, c'est plutôt une hypertrophie bénigne de la prostate. L'examen clé donc dans ce cas, devant un toucher rectal suspect ou une PSA supérieure à 4, toujours faire la biopsie prostatique. Wahda minhum, toucher rectal suspect ou bien PSA supérieur à 4, on doit faire la biopsie prostatique. C'est une biopsie éco-guidée, guidée par une écho-endorectale, donc c'est par voie transrectale, et ça permet de poser le diagnostic de certitude. Remarque les contre-indications pour la biopsie rectale, la biopsie prostatique transrectale. Bien sûr, si le patient présente une infection urinaire, ou une prostatite, ou s'il présente des troubles de l'hémostase. Classification TNM. بالنسبة للcancer de la prostate عنده particularité. La classification TNM اللي يهمنا فيها اللي يهمنا surtout في الT أكثر من الN والM. Et c'est la classification la plus facile في le TNM اللي عندكم في البروغرام. B. La classification TNM كيفاش باش نعملوها؟ باش نعملوها cliniquement et avec la biopsie. Donc là, on va faire donc par chronologie, cliniquement, donc c'est-à-dire par les données du toucher rectal, par les données de l'écho-endoscopie rectale lorsqu'on fait la biopsie, par les données de la biopsie. Avant de faire tout le bilan d'extension. Donc il y a la classification TNM qui va guider le bilan d'extension. Axe donc les cancers l'aukhrin. L'État a déjà un bilan d'extension et indique la classification TNM. Donc elle est remarque. B. La classification TNM. Donc T0 c'est la tumeur n'est pas retrouvée. T1
T1, c'est une tumeur qui n'est pas palpable au toucher rectal ni visible en imagerie. C'est-à-dire, c'est une tumeur qui a été diagnostiquée soit sur une pièce d'adénomectomie, soit sur une biopsie prostatique qui a été faite pas parce que le toucher rectal est suspect, on n'a rien palpé, c'est une tumeur qui n'est pas palpable au toucher rectal, mais parce qu'il y a une augmentation du taux de PSA. Donc il faut toucher T1 donc il faut la prendre. Les cas cliniques. C'est une tumeur qui n'est pas palpable au toucher rectal ni visible en imagerie. T1A, c'est une tumeur occupant moins de 5% du tissu réséqué. T1B, tumeur occupant plus que 5% du tissu réséqué. T1A ou T1B, c'est une découverte sur pièce d'adénomectomie. Patient qui m'a la circonstance de découverte qui est rare sur un patient qui a été opéré pour HPP et on découvre un contagion tumoral. T1C, c'est une tumeur découverte sur une biopsie prostatique qui a été faite en raison d'une augmentation de la PSA. C'est la circonstance de découverte la plus fréquente. T1C, c'est la plus fréquente. Qui m'a fait dépistage. Dépistage, c'est pas parce que toucher rectal est suspect, mais parce qu'il y a une augmentation du PSA supérieur à 4. On a la biopsie prostatique et on a découvert une tumeur. Dans ce cas, on la classe T1C. T2, c'est une tumeur qui est cette fois-ci palpable ou visible en imagerie et qui est limitée à la prostate. T2A, tumeur qui atteint la moitié d'un lobe, moins de la moitié d'un lobe, aqal de la moitié d'un lobe. T2B, plus que la moitié d'un lobe. T2C, les deux lobes. T3, c'est une extension au-delà de la capsule prostatique. T3A, c'est une extension extracapsulaire unie ou bilatérale. T3B, c'est une extension aux vésicules séminales, unie ou bilatérale. Yani le vésicule séminal direct. T3B, extracapsule. Ça a dépassé la capsule, c'est T3A. T4, c'est une tumeur fixée ou atteignant les structures autres que les structures que le vésicule séminal, c'est-à-dire le rectum, les muscles de la paroi pelvienne, etc. N qui m'a dit c'est la barche, pas de ganglion N0, ganglion N1. Métastase kif, M0 absence de métastase, M1 c'est métastase. B. La classification donc TNM, c'est qui va guider le bilan d'extension. Pour cela, il y a une classification de D'Amico. Personne les patients selon le risque. Il y a les patients à risque faible, à risque intermédiaire et à risque élevé. La classification ça guide le bilan d'extension et donc les stratégies de traitement. Trois facteurs entrent en jeu donc la classification de D'Amico. Le score de Gleason, le taux de PSA et le stade clinique. Le stade clinique, c'était T-قديش. Pour les patients risque faible, c'est les patients T2A inférieur ou égal à T2A. Et mettez T1 الكل حتكشي le T2A. PSA inférieur strictement à 10 et Gleason inférieur ou égal à 6. Bien sûr, risque faible, donc il doit réunir tous ces critères. Le bilan d'extension dans ce cas, il faut uniquement faire l'IRM prostatique. Et les stratégies de traitement, il y a 4 options thérapeutiques. 4 options thérapeutiques pour ce groupe de patients à risque faible. B. Ces 4 options sont d'efficacité similaire. Donc, le cours, le cancer de la prostate, il faut apprendre par option thérapeutique. Ce n'est pas des indications. Il faut apprendre par option thérapeutique. Je dis que c'est est-ce qu'on peut faire? Oui. On ne peut pas faire? Non. Comme ça, c'est pas l'indication qu'est-ce qu'on fait exactement. Non, il n'y a pas exactement. Il y a des options. Narja, donc pour le risque faible, 4 options thérapeutiques d'efficacité similaire. La prostatectomie, mais sans curage pour le risque faible. On ne fait pas de curage. La radiothérapie externe et la curithérapie. La curithérapie, voilà, c'est la radiothérapie interstitielle. Et
dernière donc, option, c'est la surveillance active. Donc, je vous quelle option, je vous les détails. Donc, il y a les patients à risque faible de D'Amico. Pour les patients à risque intermédiaire, bien sûr, il suffit d'avoir un seul critère. On place les patients à risque intermédiaire. PSA entre 10 inclus, jusqu'à 20, strictement inférieur à 20. Glisant égale à 7. Et le stade clinique est uniquement T2B. Pour ces patients à risque intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait comme bilan d'extension? On fait toujours l'IRM prostatique et on fait la scintigraphie osseuse et la TDM TAP. Deux options thérapeutiques pour ces patients. Prostatectomie totale, et dans ce cas, on doit faire un curage étendu. La radiothérapie, plus ou moins une hormonothérapie de 6 mois. Donc on peut faire soit la radiothérapie exclusive, soit on peut donc associer une hormonothérapie courte de 6 mois. Pour les patients à risque élevé, donc c'est les patients dont le taux de PSA dépasse 20, à partir de 20, le 20 inclus. Glisant, le stade clinique T2C ou T3. Donc T2C, T3, c'est un risque élevé. Pour ces patients, qu'est-ce qu'on fait comme bilan d'extension? On fait toujours l'IRM prostatique. On fait la scintigraphie osseuse et on fait pour ces patients le scanner thoraco-abdominopelvien. On fait un scanner TAP pour ces patients. Donc, et quelles sont les options thérapeutiques disponibles pour ces patients? La radiothérapie plus agoniste LHRH, c'est-à-dire hormonothérapie type agoniste LHRH pendant 3 ans. Remarque très importante, JFQCM. Est-ce qu'on peut faire une prostatectomie totale pour ces patients? Oui, parfois il est possible. On peut parfois indiquer une prostatectomie totale chez les patients à risque élevé, surtout pour les patients stade T3. Et pour les patients N+, c'est un traitement palliatif. C'est la castration hormonale ou chirurgicale. La castration hormonale, c'est à la base donc une hormonothérapie de 3 ans. نزيد نعاود نفسر classification de D'Amico. شنو l'intérêt نتاعها؟ l'intérêt نتاعها كما قلنا ça guide le bilan d'extension. Par exemple, نحنا un patient qui est à risque intermédiaire. جينا عملنا له donc l'IRM prostatique. نلقاو وقتها donc l'IRM prostatique نلقاو فيها une extension, une adénopathie iliaque. Donc c'est un patient N+. On ne fait pas les stratégies de le patient à risque intermédiaire. Ça y est, c'est un patient M+. Donc la classification de D'Amico a uniquement servi pour faire le bilan d'extension, pour guider le bilan d'extension. Mais la stratégie. Les stratégies, les options thérapeutiques. Donc le patient est classé N+, ou M+, ça y est, c'est un stade palliatif. Et on traite, c'est la castration. Donc, la castration chirurgicale, une orchidectomie ou la pulpectomie, hormonale, hormonothérapie, donc plusieurs molécules, les analogues, les agonistes de la LH, les anti-androgènes, donc plusieurs molécules. Et il faut savoir que dans ce cas, l'hormonothérapie, donc l'indication c'est 3 ans, il faut savoir qu'il y a un échappement hormonal qui est inéluctable. Donc après 2 à 3 ans, la tumeur, elle évolue encore. Donc dans ce cas, il faut associer une chimiothérapie. Il ne faut pas remplacer, il faut continuer l'hormonothérapie, mais associer une chimiothérapie. Généralement, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est peu chimiosensible. La seule indication de la chimiothérapie, question d'examen, c'est l'échappement hormonal. On va détailler donc les options thérapeutiques. La prostatectomie radicale, c'est un traitement de choix, traitement curatif, la prostatectomie radicale. Le premier geste, le premier temps lors de la prostatectomie radicale, donc c'est une laparotomie,
exploratrice, on fait généralement un curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral plus un examen extemporané. علاش خاطر كان يطلع les ganglions déjà envahis N+, on fait plus de prostatectomie. وقتها N+, on fait hormonothérapie. Donc même si le patient même s'il fait une prostatectomie, donc on explore si le patient N+, كيف نسكروا le patient est palliatif, hormonothérapie. Donc la prostatectomie radicale, infertilité 100%. On fait estimatiquement une section des canaux différents, donc c'est une infertilité à 100%. Dysfonction érectile 75% par contre, par lésion des filets nerveux. Donc, incontinence urinaire 10% par lésion des filets nerveux. Sténose de l'anastomose vésico-urétrale à long terme, bien sûr. La radiothérapie externe exclusive, c'est lorsque la meilleure indication, c'est lorsqu'il y a une contre-indication à la chirurgie, lorsque le patient il est taré, ou lorsque c'est un sujet jeune, donc il faut pas. Donc l'infertilité 100% c'est contraignant lors de la prostatectomie, donc on opte pour la radiothérapie externe exclusive. Il y a des options selon les terrains, selon la préférence parfois du patient. Donc c'est 75 grès répartis sur 6 semaines. Les complications, la dysfonction érectile 50%, l'incontinence 5% et la cystite ou rectite post-radique. Mais c'est une efficacité similaire de la radiothérapie et la prostatectomie. La curithérapie, généralement lorsque la prostate est de très faible volume, donc il faut, ou de très faible poids même. La surveillance active s'adresse aux patients qui ont une évolution qui est locale, encore locale. Et pour les patients donc, qui ont un glisant inférieur à 6, PSA inférieur à 10, bien sûr, c'est les patients qui ont un risque faible, mais encore, c'était des patients à un stade très localisé. Il faut avoir le consentement du patient, il faut surveiller les patients de près. PSA, dosage tous les 6 mois. Femme un certain seuil à partir duquel donc s'il y a un dédoublement de la PSA, il faut traiter activement le patient. Donc s'il y a une surveillance active, en moindre évolution défavorable, il faut traiter. L'abstention surveillance, c'est pour les patients qui ont une espérance de vie inférieure à 10 ans. Patient durée de vie inférieure à 10 ans, c'est un traitement palliatif. Ni radiothérapie, ni traitement chirurgical. C'est une abstention, surveillance. Si le patient est asymptomatique, si le patient devient symptomatique, on peut indiquer une hormonothérapie ou un traitement palliatif. Ça dépend de la symptomatologie. Les facteurs pronostiques du cancer de la prostate, le facteur majeur, c'est le stade TNM. Le score de Gleason, qui m'appelle un Gleason supérieur à 6, c'est un mauvais pronostic. Le taux de PSA et des facteurs cliniques, l'âge jeune, l'altération de l'état général, l'échappement hormonal, c'est de mauvais pronostics. La localisation du cancer, il faut savoir que la zone de transition, c'est un meilleur pronostic par rapport à la zone périphérique. Un facteur histologique aussi, l'envahissement vasculaire ou périnerveux qui m'a fait un cancer. En ce qui concerne la surveillance après le traitement, ma femme a un protocole, mais il faut savoir que la surveillance se base sur la clinique et le PSA, pas d'indication à l'imagerie. Ma femme a une imagerie systématique à faire. Ça dépend. S'il y a une réascension de PSA, il faut indiquer une imagerie. StudyGate, Digital Learning Technologies.